Je suis Jean-Marie Pédron, j'ai été avec mon épouse à l'origine de la création de la ferme marine du Croisic, les Jardins de la Mer. Nous sommes la première entreprise de Loire-Atlantique à s'être lancée, encore la seule d'ailleurs aujourd'hui, à s'être lancée dans la cueillette, la transformation et la commercialisation des algues alimentaires. Nous récoltons les algues sur le territoire de la presqu'île guérandaise, mais potentiellement un peu partout sur le département. Et puis ces algues, après les avoir laissées plusieurs jours dans ces bassins, on va donc les nettoyer, les préparer, les conditionner et les expédier soit à des chefs, c'est le marché professionnel, soit les transformer pour les intégrer à des produits destinés au grand public. L'intérêt de l'activité que nous avons choisie, c'est que justement on exploite une ressource renouvelable. Encore faut-il le faire dans le cadre de bonnes pratiques qui permettent par exemple à une algue de se reconstituer une fois qu'on l'a cueillie. C'est pas du militantisme, c'est simplement juste expliquer. Vous voyez, par exemple, tel jour, nous sommes allés récolter des algues sur tel secteur, on les a laissées se reconstituer, et 3 mois après, quand nous sommes revenus, les algues avaient repoussé. Le problème, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il y a environ 60% de la population mondiale qui vit sur le littoral. Et ce qu'on observe au Croisic, c'est un phénomène qui est mondial, c'est que de plus en plus de gens, au moment de leur retraite, veulent s'installer sur le littoral. Ça veut dire une pression accrue, des effluents de plus en plus importants qui vont finir dans l'océan, etc. On pourrait dire d'une certaine manière que c'est un vrai problème. Il y a des saisons où on voit bien que la qualité de l'eau se dégrade et le facteur humain est déterminant. Donc nous sommes un peu des sentinelles de la pollution, nous essayons d'alerter un peu tous les autres interlocuteurs là-dessus. Il faut rester vigilant, la partie n'est jamais gagnée. C'est indispensable de toute façon de réfléchir à l'avenir des ressources qu'on utilise. On ne peut pas continuer, ça on le sait depuis nous, et beaucoup de gens le savent depuis longtemps. On ne peut pas prélever sans se demander ensuite comment ça va se renouveler. Il est important aussi, je crois, qu'au niveau de la préfecture, du conseil général, du conseil régional, il y a un vrai dialogue, un dialogue permanent avec les professionnels. Parce que les professionnels sont des gens de terrain, ils observent des choses. Évidemment, ils ont des entreprises à défendre, donc il faut toujours trouver, pour les décideurs, ensuite un compromis. Mais il est certain que, par exemple, en ce qui nous concerne, ce que nous observons sur le terrain, ce sont des choses qui sont assez précieuses, des informations qui peuvent être remontées, analysées et qui peuvent entraîner ensuite des actions de la part des pouvoirs publics. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut faire de la pédagogie, il faut dire quelles sont les conséquences d'une pollution que l'on va soi-même générer et dont on ne mesure pas l'impact. Donc il faut vraiment sensibiliser, expliquer, et puis ensuite je crois qu'il faut contrôler et verbaliser quand c'est nécessaire. Jean-Luc Langeroche, je suis président et cofondateur de Geps Techno. Donc, la société Geps Techno est née d'une part d'une baisse de charge au niveau des chantiers de l'Atlantique où les deux cofondateurs étaient salariés, et puis ensuite de l'observation, on va dire, des technologies destinées aux énergies marines renouvelables. Donc de ces deux contraintes est née une idée qu'il y avait des moyens plus simples de récupérer l'énergie de la houle pour créer de l'énergie et donc alimenter des moyens de manière autonome en mer. Le système qu'on a développé pour récupérer l'énergie de la houle est un système dans lequel on va emprisonner à l'intérieur d'un flotteur de l'eau de mer, et ensuite chaque vague va mettre en mouvement ce flotteur, va faire balancer la bouée finalement pour mettre en circulation l'eau, et on va récupérer cette circulation d'eau pour fabriquer de l'électricité. Cette technologie apporte à l'industrie maritime une réponse au fait qu'aujourd'hui on utilise le diesel générateur pour faire de l'électricité en mer. Donc nous, on va venir se substituer à ce diesel générateur. De ce fait-là, on va venir réellement apporter une nouvelle dimension à tout ce qui est activité humaine en mer. Il faut avoir en tête que l'électricité consommée par les activités humaines en mer, c'est à peu près 2 fois le parc nucléaire européen. Le littoral de Loire-Atlantique est une vraie opportunité parce qu'on y rencontre pour nous presque toutes les activités qui vont nous intéresser, de l'aquaculture, de l'algoculture, tout ce qui est tourisme. Pour nous, c'est un champ d'expérimentation extraordinaire que d'avoir ça à la maison, tout en bénéficiant en plus sur ce littoral de tout ce qui est infrastructure industrielle, c'est-à-dire qu'on a des industriels, on a des sites de test, par exemple le site du SEMREV au Croisic. On a aussi des gens qui ont l'habitude des opérations en mer, des académiques. Donc on a la chance d'être dans un écosystème qui est particulièrement propice à cet essor de l'activité maritime.
Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a énormément d'économistes qui disent de toute façon que l'activité humaine en mer va se développer et que c'est un des seuls moyens, on va dire, d'absorber les 9 milliards d'individus qu'on sera en 2050. Les contraintes foncières, c'est-à-dire le fait que globalement tout le monde a envie d'être en zone littorale, vont conduire à exclure de cette bande littorale un certain nombre d'activités, et notamment un certain nombre d'activités industrielles qui peuvent aller plus au large. Il faudra être capable de répondre aux contraintes de ces activités. Et aujourd'hui, la technologie qu'on a développée, elle contribue directement au développement de ces activités en mer et donc à l'essor de l'économie maritime en tant que telle, à une approche novatrice. Oui. Le milieu maritime reste un milieu qui, dans l'inconscient collectif, est un milieu dangereux. Et aujourd'hui, si vous proposez à la majorité des gens d'aller travailler en mer ou d'avoir une activité significative en mer, ils ne sont pas prêts à ça. Et donc il faudra les préparer à la fois par de la communication et de la formation à faire ça. Je m'appelle Michèle Lebascle, je suis présidente de la commission environnement de la Fédération de plongée pour la Loire-Atlantique. Et parmi nos prérogatives, il y a un côté sensibilisation du public, pas seulement des plongeurs d'ailleurs, on fait aussi des sorties grand public. Et puis un côté aussi science participative, puisque nous avons une action d'inventaire sur le futur champ éolien du banc de Guérande par exemple. Et puis bien entendu la plongée loisir, avec des plongées d'exploration sur les sites de Loire-Atlantique, comme l'île du Mai qui est ici en face, ou bien le plateau du Four, qui est entre le Croisic et Belle-Île. Un des slogans de notre fédération, c'est connaître, aimer et protéger. L'Ouest, pour la Bretagne, les Pays de Loire, sont relativement préservés. Quand on est plongeur et qu'on va sous l'eau, on va dire c'est encore très riche, c'est encore relativement préservé. C'est pas le cas quand on va en Méditerranée, où il y a des très belles choses, mais uniquement dans les endroits qui sont en réserve depuis 50 ans. Le reste, en raison de la pression sans doute démographique, des aménagements, etc., il y a des endroits qui sont des déserts. 80% des déchets qu'on trouve en mer, ils viennent du littoral. Donc en fait, tout ce qu'on voit comme effet négatif sous l'eau, c'est ce qui vient du littoral. On essaye, à la fédération, de sensibiliser les gens, et pas seulement les plongeurs, mais les gens en général, au fait que devant nous, il y a tout un monde, comme on ne le voit pas, on a tendance à l'oublier, tout simplement. Et puis, en ce qui concerne la plongée, pour beaucoup de gens, la plongée, c'est les eaux chaudes. Alors que la plongée, c'est aussi à l'ouest, c'est aussi chez nous. Et ce sont également des eaux qui sont très riches, avec une faune, une flore très intéressante. Ce qui m'inquiète, c'est peut-être le manque justement de vision d'avenir, qu'on voit trop souvent le court terme. Je pense que le terme développement durable, c'est vraiment faire en sorte que tout ça, on puisse en profiter durablement. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui est en train de se révéler, et notamment quelque chose qui est assez intéressant, c'est les chartes d'usagers, où il y a des usagers de la mer qui viennent de différentes directions et qui sont en train d'être mises en place. Et ça, je pense que c'est intéressant, et que chacun puisse donner son avis. Et en fait, c'est un petit peu comme la route, on nous dit apprendre à partager la route. La mer, il faut aussi apprendre à la partager quand il y a une forte concentration de plaisanciers en été. Et bien, si tous les plaisanciers, si les 200 bateaux qui arrivent dans la journée balancent chacun leur ancre, les fonds sous-marins, je ne dis pas dans quel état ils vont être. Ils vont être complètement, toutes les ancres vont racler, etc. Donc qu'il y ait dans certains endroits des mouillages artificiels où les plaisanciers fixes, où les plaisanciers puissent se rattacher, ça c'est un exemple concret qui est fait dans certains endroits et qui peut éviter que les fonds sous-marins soient ravagés. C'est un tout petit exemple. Par rapport justement aux aménagements, un des problèmes des chantiers sous-marins en impact sur la faune, c'est le bruit. Jusqu'à présent, on ne pensait pas du tout que le bruit pouvait avoir un impact négatif sur la faune. Et on est en train de se pencher de plus en plus là-dessus par rapport aux mammifères marins. Comment faire pour éviter que le bruit un peu obligatoire des chantiers fasse... Alors on imagine des barrières de bulles par exemple, pour protéger un petit peu cette zone-là. Voilà.
Je m'appelle Michel Perry, j'ai fait une carrière complète de navigant. J'ai pris ma retraite de navigant et maintenant je suis donc le président et un des associés fondateurs de la compagnie Neoline. Nous avons imaginé un navire marchand propulsé principalement à la voile avec une prétention de 90% des émissions de GES, de gaz à effet de serre. Le modèle de navire est extrapolable et duplicable, donc l'idée c'est de construire une flotte et de donner l'idée à plein d'armateurs de faire la même chose et donc au final que nous soyons tous ensemble plus respectueux de la mer et de l'espace qu'elle constitue. Moi j'ai commencé à naviguer il y a plus de 40 ans, à une époque où on avait, moi j'ai commencé à la pêche, donc on avait quand même la notion de la limite de la ressource, mais on n'avait pas encore la notion de la limite de la capacité d'absorption de la nature, de toutes les cochonneries qu'on y rejette. Voilà. Et tout ça est arrivé petit à petit. Quand j'ai commencé à naviguer, il y avait des pratiques détestables et dénonçables qui étaient courantes. Et puis petit à petit, avec la prise de conscience, avec les réglementations et les obligations qui jouent quand même un rôle, les usages ont évolué dans le bon sens. Voilà. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience que la nature ne peut pas absorber tout ce que nous y rejetions jusqu'à maintenant sans y réfléchir. Et donc maintenant, il faut être plus calculateur, plus intelligent et plus respectueux. Pour imaginer à 20-30 ans, il faut regarder déjà l'évolution actuelle. Donc aujourd'hui, on a une qualité des eaux qui est meilleure qu'il y a 20 ans. Donc ça, c'est bon signe. Donc on est sur une pente plutôt vertueuse, on va dire, plutôt vers une amélioration. Donc puis les efforts et surtout la conscience, parce que les efforts ne peuvent être portés que par la conscience collective et puis des acteurs économiques, est vraiment tangible aujourd'hui. Quand nous allons voir des chargeurs, des grosses sociétés, des multinationales, on sent bien qu'ils ont un service environnemental qui s'est évalué, etc. Donc normalement, je l'appelle de tous mes voeux, dans 20 ans, le littoral sera en meilleure santé qu'aujourd'hui. L'action la plus concrète, c'est que chacun prenne conscience de son impact. Assez paradoxalement, les gens à terre pensent que les marins polluent. Mais dans la pratique, sous la pression réglementaire aussi, le marin est plutôt respectueux. Vous savez que les marins, par exemple, trient leurs poubelles à bord depuis 25 ans, c'est obligatoire. Et malheureusement, quand nous débarquons ces poubelles, tous les sacs que nous avons soigneusement triés sont mis dans la même benne à terre. Voyez, donc voilà, il ne faut pas penser que ce sont seulement les autres. Il faut ajuster sa propre pratique personnelle et le littoral nous en sera reconnaissant. Bonjour, Nord Barillet, donc je suis docteur en biologie marine, j'ai fait ma thèse à Ifremer sur les écosystèmes marins, écosystèmes côtiers. Ensuite j'ai travaillé à l'université de Nantes et puis c'est là, à la suite de l'ERICA, que je me suis dit qu'il fallait avoir une mission publique qui était assurée par une équipe de taxonomistes, donc des gens qui sont capables de reconnaître les algues et les animaux sous l'eau. Et c'est de là qu'est née l'idée de Biolittoral, donc qui a été créée en 2004. Alors Biolittoral s'occupe de surveiller en fait le littoral des pays côtiers français, aussi bien pour les inventaires de flore que des animaux. Notre mission à nous, c'est de vérifier que tout fonctionne bien et d'essayer de surveiller que l'activité humaine ne vienne pas trop perturber ce bon fonctionnement. On a beaucoup de chance, c'est qu'on est parmi un des estuaires le plus grand de France, mais aussi le plus propre de France, donc on a un très gros enjeu là-dessus. On a des grandes vasières, mais qui ont beaucoup perdu en termes de surface, mais qui sont de bonne qualité, qui assurent encore leur rôle de nourricerie pour les juvéniles, par exemple de sols, de bars, qui alimentent tout le golfe de Gascogne. Donc ça c'est très très important. On a quand même donc des aménagements passés qui ont fait que toute cette qualité s'est dégradée, ces fonctionnalités écologiques se sont dégradées en termes de surface de vasière, de nourricerie, en termes de zones rocheuses. Là, on a par exemple les gros projets d'implantation d'éoliennes sur des zones rocheuses qui sont des habitats laminaires, ces forêts sous-marines. Bon, voilà qu'il faut surveiller vraiment de très très près. Il faut qu'on travaille aussi avec les petits ports côtiers qui, eux, ont tendance à rejeter leurs sédiments un peu au plus court, au moins cher, et pas forcément au mieux pour l'habitat marin. Dans le milieu marin, c'est loin, c'est sous l'eau, c'est froid, c'est noir, généralement ça peut être turbide, c'est-à-dire il y a beaucoup de particules dans l'eau. Du coup, grosso modo, on a tendance à dire, bon ben,
la mer, ça va se débrouiller, on va le faire, et c'est un peu ni vu ni connu. Sur du très long terme encore, hein, c'est même pas à 30 ans, c'est du plus long terme. Je pense qu'on va commencer à être un petit peu limité en termes de production de nourriture sur le milieu de domaine terrestre, notamment par l'eau. L'eau est en train de devenir une denrée qui est extrêmement rare au niveau global, hein, au niveau du monde entier. Et donc il va falloir penser à d'autres systèmes pour alimenter la population. Je pense qu'on peut développer des activités en milieu marin et que la mer a beaucoup à nous apporter, mais qu'il faut le faire en connaissant vraiment bien comment ça fonctionne. Donc ça, on est dans cette phase-là. Là. Ce qui serait vraiment très très appréciable, ce serait de dire quand vous avez un projet d'aménagement, quand vous avez un projet d'aquaculture, quand vous avez un projet maritime, il faut d'abord consulter les gens qui connaissent le milieu, qui vont vous dire là vous pouvez le mettre parce que là c'est pas très important. Ce type d'aménagement il peut même apporter des fois des bénéfices écologiques si on le place comme ça, si on le fait comme ci. Or, jusqu'à présent, la démarche qui est faite, c'est les aménageurs décident d'un endroit, les politiciens actent, et ensuite on demande aux biologistes de venir compter les morts et de faire des mesures compensatoires. C'est complètement hallucinant. Il faut anticiper. Il faut vraiment se tourner vers le milieu marin et pas se retrouver acculé au pied du mur parce qu'on aura tout pourri pour des résultats très rapides et qui seront déjà obsolètes quand on les aura mis en place et qui ne nous permettront pas d'évoluer sur un futur sur du long terme. Je m'appelle Lepied Philippe, je suis retraité et acheteur en même temps pour un groupe La Vivier du Cap à Cherbourg. Je m'appelle Alanique Jocelyne, j'ai tenu une poissonnerie à Saint-Nazaire. Maintenant je travaille avec la personne à qui j'ai vendu la poissonnerie et j'ai 45 ans de métier. Il y a un manque de marchandises flagrant. Sur tout le littoral, il y a c'est nettement moins de énorme, ressources. C'est énorme. Moi, je ne pensais jamais voir ça. Quand on regarde dans en une plus année avec des dans ma bateaux vie de qui avaient travail. moins de puissance, Jamais qui étaient pensé nettement voir ça. plus petits, parce que quand on regarde les bateaux, les gros bateaux qu'il y avait il y a ne serait-ce que 15 ans, Ils avaient 150 chevaux. ils avaient 150 chevaux, maintenant ils sont à des 450 chevaux pour pêcher 4 rien. L'avenir, ce sera le tourisme. Voilà, c'est ça, c'est très bien. Des yaks. Parce que même Ah, ici, ici, dans les la place, magasins de marée commencent déjà à en avoir de vides. Ah, celui-là, Il est tu l'as vu vide. Il est vide. Il n'y a personne. Étant donné que par Internet, c'est expédié directement, c'est les gars de la criée qui emballent. Donc, Il n'y a pas rien, non. beaucoup de plaisance, très peu de pêche. Si ça Premièrement. continue comme ça, Ouais, en plus, l'avenir de la pêche si ça continue. est compromise. On voit les équipages. Avant, c'était que des équipages locaux ou de la région. Maintenant, on est obligé de faire venir de l'étranger des équipages. Je crois qu'il y aura quelques grosses maisons Mais voilà, encore, qui seront regroupées, des grands groupes, encore. et puis tout partira comme ça. C'est tout. L'avenir est pas... L'avenir n'est pas brillant. Non. Non, faut pas se faire trop d'illusions. Il faudrait entre autres qu'on s'occupe un peu du poisson aussi, les cycles du poisson, si on s'en occupe pas. Hein, parce que quel homme politique va rentrer dans son port pour dire on interdit la pêche parce que le poisson est grainé. Hein, prenez Noirmoutier avec la Sole, ils vont Ici le bar. ici le bar, enfin, ou à droite à gauche, etc. Hein. Le On poisson a grainé, on beaucoup le pêche. détruit. On a su le faire pour la coquille Saint-Jacques, la reproduction, mais on ne sait pas le faire pour le poisson. J'avais entendu un pêcheur il y a quelques années, d'ailleurs de Pornic, qui avait eu l'idée de dire il faudrait changer pour les quotas, les mois de quotas. Par exemple, au lieu de partir du mois de janvier, où le poisson est grainé, le faire partir le quota du mois d'avril, avec un cycle d'1 an. Ce qui permettrait de pêcher du beau poisson et non du poisson grainé. Mais c'est Ça aurait déjà dû trop être tard, fait ouais. il y a quelques années. Mais J'ai quel homme politique va rentrer, on va dire ah bah moi j'ai voté ça. Non. Bonjour, je suis Olivier Rebet, donc associé de la start-up Sherma ici.
Donc Sharmacy est la première application mobile de partage de sorties en mer entre particuliers. Vous lancez l'application et vous avez autour de vous les propositions de sorties en mer proposées par des plaisanciers. Vous pouvez rentrer en contact avec eux, réserver une sortie de manière très simple et embarquer et découvrir les joies du nautisme. De l'autre côté, si vous avez un bateau, donc vous êtes propriétaire de bateau, souvent on est en manque d'équipiers pour des raisons de sécurité ou de partage de passion, que ce soit de la voile, du moteur ou de la pêche. Et là l'idée est aussi simple, c'est que je m'inscris, je publie une offre de sortie en mer, j'attends que des gens me contactent et je profite là aussi de mes loisirs et de mes passions. Notre ambition est de décloisonner le nautisme, de rendre la mer accessible au plus grand nombre et de créer indirectement du lien. On a un nautisme aujourd'hui, élargi, qui est assez cloisonné. Et en face de ça, on avait l'intuition réelle aussi aujourd'hui, et appuyée sur des études ensuite, qu'on a 10 millions de personnes qui ont une affinité mer. Quand je dis affinité mer, c'est des gens qui n'ont pas forcément envie d'acheter un bateau, ni les moyens d'ailleurs, mais qui finalement sont des touristes du littoral, et qui auraient envie, plutôt que de rester sur la plage à regarder les bateaux, c'est de profiter aussi de loisirs nautiques. Il y a une très forte capillarité entre finalement, dans le profil des utilisateurs, entre le nautisme et le tourisme. Effectivement, et quand je dis tourisme, on a des exemples effectivement de gens qui ont découvert finalement le nautisme, qui n'avaient jamais navigué, qui via Sharmacy ont été à Edic ou ailleurs ou à Piriac encore une fois, et qui finalement nous ont interrogés en disant tiens, où est-ce que je peux dormir, et c'est des gens qui effectivement vont aller découvrir une destination, qui vont prendre plaisir à la terrasse d'un café au soleil, qui vont chercher des hébergements, qui vont consommer. Effectivement, je pense qu'on participe à inventer le nautisme de demain, finalement. La vision projetée, en tout cas, du littoral, c'est effectivement une économie du nautisme littoral transformée, c'est-à-dire qu'effectivement, appuyer sur le digital, mais pas que, c'est effectivement une bascule réussie, en tout cas, des usages, c'est-à-dire avoir réussi à attirer de nouveaux publics, là aussi, différents, et avoir aussi, là, je prends référence au port notamment, avoir réussi une bascule culturelle, à savoir passer d'un port dont la mission principale, aujourd'hui, historique, et de sécuriser les biens et les personnes à finalement autre chose, donc apporter du service, être un hub de service, et là aussi créer de la capillarité, travailler ensemble pour apporter là aussi de la valeur. Le territoire manque peut-être, je pèse mes mots, mais de lisibilité. Je vais m'expliquer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors si on prend un territoire, ça s'explique historiquement aussi, mais comme la Bretagne, aujourd'hui on va en Bretagne. Quand on parle du département, ce qui n'est pas forcément grave, mais il y a une réflexion à avoir en tout cas sur le sujet, quand on parle du département aujourd'hui, on ne va pas en Loire-Atlantique. On va à La Baule, on va à Pornichet, mais alors, il y a une réflexion peut-être à avoir sur ce sujet-là, pour travailler, pour définir, donner une lisibilité dans un premier temps peut-être à ce qu'est l'identité du territoire, donc indirectement à son positionnement, et peut-être derrière aussi du coup à la communication qui peut en découler pour donner une visibilité à ce territoire, mais indirectement, et les choses sont très liées, aux acteurs du territoire. Je suis Dubois Thomas, marin pêcheur. Ça va faire quasiment 8 ans que je suis embarqué avec mon père. Je commence à le remplacer un peu plus en tant que patron, d'année en année. Pour faire le métier de la mer, c'est quelque chose d'assez compliqué quand même. Enfin, faut bien aimer partir longtemps. Des fois, ça se compte en 1 mois, 2 mois. Et par contre, oui, c'est vrai que c'est des métiers où on gagne bien notre vie. Donc, là-dessus, on n'a pas à plaindre. C'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est vrai qu'on gagne bien, mais bon, faut être motivé quand même. C'est vrai qu'on a des belles côtes, hein. Si vous parlez de la façade atlantique, c'est pas mal, hein. Je sais pas si vous connaissez un peu les coins en Bretagne, mais c'est super joli, hein. Avec les côtes et tout, les falaises, c'est pas mal. Mais après, c'est au niveau de la mer que pour faire le métier de la mer. Il y a toujours eu de la pêche, qui dans le temps a été beaucoup plus intensive que maintenant. Et on se dit qu'il y a toujours du poisson, donc mine de rien, il y a une part de régulation avec les OP et tous les organismes qui gèrent les quotas, et ça marche, hein, parce que du poisson il y en a toujours autant. C'est une question que je me pose assez souvent et je déconne pas, et c'est vrai que c'est assez compliqué. Je pense que sur le long terme, c'est obligé, il y aura toujours des bateaux. Je pense qu'il y aura encore une vraie économie de la mer. Après en France, ça va peut-être diminuer un petit peu en France, parce que quand on voit les pays qui sont à côté comme l'Espagne, qui ont vraiment des flottes très importantes, et qui viennent sur les côtes françaises, eux, leur flotte, elle est 4 ou 5 fois plus grosse que la nôtre. On va dire, on est un peu embêté parce qu'on n'est qu'une flotte de bateaux qui sont vieillissantes. Puis maintenant, faire des bateaux neufs, c'est 2-3 millions d'euros.
Donc si vraiment il y a des jeunes patrons qui voudraient se lancer, ce sera un peu compliqué, quoi. Je ne sais pas si vous voyez les sommes, mais si par exemple un jeune achète un bateau à 2-3 millions et qui ferme des espèces au fur et à mesure, ça va devenir compliqué pour le gars qui appartient le bateau. Il y aurait certainement des choses à faire, mais c'est vrai qu'on nous enfonce pas mal au niveau de l'administratif et au niveau des réglementations, si vous voulez. On a le droit de pêcher ça, il y a des espèces qui sont supprimées d'une année à l'autre, donc ça va nous poser problème à force. Marie Gendron, je suis ingénieure en structure composite dans l'aéronautique et je suis aussi directrice de ma société pour la construction d'un bateau pour un projet sportif de course au large. C'est une course où on est 80 à partir en même temps, en solitaire, sur nos petits bateaux. Ce sont des bateaux où il n'y a aucun confort. Moi j'ai choisi d'être au départ avec le bateau que j'ai construit. Donc on part du projet de A à Z. J'ai la construction de mon bateau, mais évidemment je navigue aussi beaucoup à côté et je navigue déjà dans cette classe de bateau depuis un petit moment. Donc j'ai pu voir aussi le littoral, mais toujours côté mer. Et comment je le décrirais, je dirais qu'il est très animé. Parce que finalement, à chaque fois, c'est ici que je reviens pour mes régates. Je dirais aussi que c'est là que je trouve le plus de soutien. Les gens ici sont contents d'être à côté de la mer et ne peuvent pas forcément toujours y accéder aussi facilement à cause du quotidien, du travail, etc. Les gens sont beaucoup pris et donc ils sont preneurs et partisans d'aider des projets maritimes. Après, moi je trouve que les côtes sont les plus belles ici, évidemment. On a vraiment des côtes très diversifiées. En plus, il suffit de pas aller très loin finalement pour avoir encore un autre paysage complètement différent. Et ça, c'est intéressant aussi. Ce projet-là d'éoliennes en mer, je pense que ce sera le marqueur de la région et de la ville et de cette façade atlantique. Je pense que ce sera vraiment un gros marqueur. Et c'est ce qui va nous démarquer aussi, c'est clairement ce qui va nous démarquer, je pense. Après, pour les navigateurs, ça va compliquer un peu le jeu. On va devoir faire encore plus attention. Bon, je sais pas, j'attends de voir. Moi, je suis pas contre, en tout cas, ça c'est clair, parce que je trouve que c'est une source d'énergie qui est très belle et qu'il faut promouvoir, mettre en valeur. Mon point de vue de régatière et par rapport à la classe de bateau que j'ai aussi, dans laquelle je participe, Nantes, en fait, est un peu entre deux gros pôles, tels que Lorient et La Rochelle. Et peut-être qu'on manque justement encore d'une force d'identité par rapport à ces deux pôles-là. Ils sont très présents aussi et très gros par rapport à ici. On est peut-être en quantité de bateaux et choses comme ça à égalité avec ces deux pôles-là, mais peut-être un peu plus dispersés. Et donc on a peut-être moins ce sentiment d'être ensemble et d'être une force ensemble. Donc peut-être que ça joue aussi sur l'identité. Ça reste mon point de vue, mais je me sens un peu entre deux chaises des fois en étant ici. Et même s'il y a beaucoup d'événements, je trouve que ça reste peut-être un peu dispersé. Je m'appelle Alain Baillet, je suis pêcheur professionnel en eau douce depuis 1984 et j'exerce mon activité principalement en région des Pays de Loire. On fait des essais en permanence pour mettre au point des engins de pêche qui nous permettent de récupérer les poissons vivants, de pouvoir les sélectionner suivant leur taille ou leur forme et suivant aussi leur espèce, si on n'a pas besoin de certaines espèces ou qu'il y a des espèces protégées. Donc ça nous permet de pouvoir trier et de relâcher dans des conditions optimales de survie le poisson que l'on peut capturer. Le littoral de Loire-Atlantique, d'abord, il est magnifique parce qu'il est diversifié. C'est-à-dire qu'on a des îles, on a de l'estuaire, on a une baie, on a des littorales un peu plus rocheux avec une côte sauvage, on a des problématiques de pêche comme on peut l'avoir en Bretagne avec des belles criées comme la turbale. Et on a aussi des problématiques liées au tourisme avec une fréquentation importante. Donc je veux dire, c'est un concentré de mer là. La Loire-Atlantique. On a
tous les problèmes que peuvent avoir les autres, on les a, et toutes les solutions, on les a déjà initiées, quoi. Donc, pour moi, c'est une des façades et c'est un des départements qui est le plus intéressant d'un point de vue maritime, quoi. Le type d'engin qu'on développe a représenté une forme d'avenir pour une pêcherie. Aujourd'hui, c'est zéro rejet en mer, donc il faut arriver à mieux peut-être trier certaines espèces, parce que les bateaux ne sont pas forcément équipés pour charger des grosses quantités de poissons et ramener tout au port. Aujourd'hui, on ne prend que le bon qu'on ramène au port, le reste, on le met par-dessus bord, quoi. Donc demain, il faudra qu'on trouve de plus en plus d'engins. Ils commencent déjà, il y a quand même des chaluts sélectifs, il y a des grilles qui sont mises sur un certain nombre de dragues, etc., qui permettent de sélectionner les poissons. Demain, on sera encore plus dans cette dynamique-là. Il y a quand même une prise de conscience générale qui se fait que la mer, c'est notre avenir, c'est le réceptacle de ce que l'on est. Il y a une désertification du monde professionnel sur la ligne de côte. C'est quand même les pêcheurs qui doivent trouver toute leur place dans les ports pour pouvoir travailler avec des emplacements dédiés, avec des lieux de vente qui permettent de faire des circuits courts. Moi j'ai vu ça dans certains pays. Les pêcheurs artisans, ils arrivent et ils peuvent prendre cette petite marge que prend d'habitude le marailleur ou un restaurateur et tout, et être en prise directe avec les gens pour pouvoir bien commercialiser son poisson. Alors ça se fait, bien sûr, mais il faut que je pense que le mouvement doit encore s'intensifier pour préserver ou tout au moins dynamiser tout ce trait de côte des professionnels. Un pêcheur en mer, ça fait vivre 3 personnes à terre, quoi. Et sans cette petit tissu d'artisans, de commerçants, ce sera mort le bord de la mer.